Bonjour et bienvenue à tous au WebTech d'aujourd'hui sur les dépendances numériques, la résilience numérique et les innovations autour de la sécurité. Nous avons plusieurs speakers aujourd'hui que vous voyez à l'écran. Nous allons attendre quelques secondes que les auditeurs nous rejoignent. Donc, bienvenue à ce WebTech du mois de février. On a voulu le traiter sur les dépendances numériques, sur les attaques dont on peut être tous victimes et les flux de données critiques qui peuvent circuler et être victimes donc, de cyberattaques. Donc aujourd'hui, on va donner un coup de projecteur sur une nouvelle initiative qui est l'IRN, l'indice de résilience numérique. Alors c'est une nouvelle approche pilotée d'ailleurs par DocaPost, entre autres, bien sûr, DocaPost qui est le président de Actantis, je le rappelle, qui, dès cette année, au courant de l'année, va permettre à chaque organisation de mesurer sa résilience numérique. Donc, on va comprendre un peu comment on pourra mesurer la résilience de ces logiciels, de ces données, de ces infrastructures, etc. Et puis, on confrontera également ces résultats et cette nouvelle démarche avec de l'innovation, comme d'habitude, d'un membre d'Actantis qui est CETRAC, autour des diodes hybrides, avec plusieurs cas d'usage, divers et variés, vous verrez. Très intéressant, donc en deuxième partie de webinaire. Et sans plus attendre, je vais faire une petite annonce sur quelques actualités de Actantis et puis donner aussi la parole à Maxime Morel de la région Sud pour les aides financières dont vous pouvez bénéficier si vous êtes basé notamment dans la région Sud. Alors voilà, nous avons nos intervenants ici que je remercie. Oui, petite actualité aussi, c'est tout frais. Nous sommes labellisés, sélectionnés par l'Europe en tout cas, pour être centre de coordination nationale cyber. Donc au même titre que le campus cyber de Paris, d'Île-de-France plus exactement, du pôle systématique par exemple, de BPI France. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous sommes un centre de compétences pour vous accompagner sur différents appels à projets vers du financement pour stimuler l'innovation et la compétitivité dans la cybersécurité auprès de potentiels clients. Donc ça, c'est tout nouveau et ça va durer 3 ans, je crois. Donc c'est une bonne nouvelle et voilà, on est assez fiers, effectivement, d'être centre de coordination français cyber, au même titre que, comme je vous ai dit, le campus cyber pionnier de la défense et notamment systématique aussi le pôle sécurité d'Île-de-France. Une autre actualité, c'est un nouvel appel à projet qu'on appelle le Cascade Funding, que vous connaissez peut-être, pareil, financé par l'Europe, donc très généreux, sans condition de fonds propres, ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi, pour du financement donc en France, pour des PME, mais pas que, si ma mémoire est bonne, oui, pour des PME et un acteur de la sécurité, avec des montants pouvant aller jusqu'à 60 000 euros par projet. Ça va démarrer bientôt, ça va démarrer le 24 février avec un premier appel à projet dont Actantis est en charge. Et l'objectif, c'est de cybersécuriser, de renforcer la sécurité d'infrastructures critiques en Europe. Et donc, toute PME, dans le Grand Sud, est tout à fait éligible avec donc un acteur de la sécurité. Et donc, ce montant pourra bénéficier à ce binôme pour développer un démonstrateur et renforcer ainsi la résilience et les infrastructures de cet acteur de la sécurité. Notre actualité, Aldric, tu veux dire quelques mots sur le nouveau catalogue des solutions cybersécurité issues des entreprises? Oui, tout à fait. Merci Fabienne pour cette introduction. Donc effectivement, je suis Aldric Toutain, chargé d'accompagnement entreprise au sein du pôle Actantis. Effectivement, cette année, en tout cas à cheval entre 2025 et 2026, nous avons mis à jour notre catalogue donc, des solutions cybersécurité de nos membres. C'est une nouvelle édition qui met en lumière 27 entreprises qui font partie de nos membres, qui sont de la start-up jusqu'au grand groupe. Donc afin de classifier cette expertise qu'ils ont, donc nous nous sommes adossés à une taxonomie européenne,
qui a été publié par l'EXO, et qui comporte 5 axes que vous pouvez voir sur la slide. Donc, qui est identifier, protéger, détecter, répondre et rétablir, où on note une forte compétence de nos membres sur 2 points, donc la protection et la détection, sur l'authentification et le contrôle d'accès, ainsi que sur l'anomalie et les événements. Donc, ce sont, voilà, ces 5 étapes sont en fait toutes les étapes par lesquelles une entreprise doit passer pour s'assurer d'être bien sécurisée et préparée à faire face aux différents risques cyber. Donc, c'est un catalogue que vous pourrez donc télécharger depuis notre site internet dans la catégorie livre blanc. Et bien évidemment, toute l'équipe Actantis et les entreprises qui y sont référencées sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans un petit peu tous ces sujets-là. Ouais, je vais mettre le lien de téléchargement dans le chat pour les auditeurs. Donc, on voit bien que Trust & Company donc, et Cetrac, hein, qui sont nos intervenants ici, sont bien présents sur ce catalogue. Tout à fait. Heureusement. Et puis, un dernier événement partenaire aussi sur la sécurité qui nous est cher, qui a lieu tous les ans, si ma mémoire est bonne. Jean-Louis, tu es là pour nous parler de AMUSEC, oui. Qui aura lieu les 19 et 20 mars. Oui, donc Jean-Louis Lazari, je ne sais pas comment me présenter, fondateur du pôle SCS. Voilà, un des fondateurs du pôle SCS. Donc, oui, on en est à la 10e édition du forum AMUSEC Aix-Marseille Université de la cybersécurité. Donc, c'est un forum qui a été créé par des mathématiciens et cryptographes de l'université il y a bien longtemps, déjà, 10 ans, et qui a compris tout l'intérêt de tout l'ensemble de la chaîne de valeur cyber, qui va de la sécurité embarquée jusqu'au pen testing et bien d'autres choses. Donc, on en est à la 10e édition. À partir de la 5e, les consignes ont été données par Éric Berton, Aix-Marseille, qui est président de l'université, d'ouvrir très largement le forum à l'ensemble des parties prenantes, industrielles évidemment, académiques, INRIA, CEA, etc., université, école d'ingénieurs, et à la société civile également, parce que la cyber, ça impacte la société civile, hein, que ce soit les pompiers ou autres. Donc le format depuis trois éditions est à peu près le même. Depuis 3 éditions, on a des mini-cours, c'est-à-dire des cours de 3 heures, typiquement sur la cryptographie. Alors là, on va aborder la cryptographie quantique, hein. On va rentrer dans le dur, hein. C'est pas du post-quantique, c'est du quantique. Et puis, le deuxième cours, ça c'est le cours du jeudi matin. Le deuxième cours, le vendredi, c'est en général quelque chose d'un peu plus soft sur la cyber, le pen testing, la blockchain, des choses comme ça. Okay. Les fins de matinée se terminent par des présentations d'étudiants des formations régionales, et ça c'est très important, que ce soit celle d'AMU ou de Toulon ou de Nice, peu importe. Donc là, le bilan des formations en PACA, on le connaît bien déjà, hein. J'ai pas mal travaillé là-dessus. C'est très important cette année parce qu'on va avoir une table ronde sur l'adéquation de ces formations avec les besoins des entreprises, essentiellement en région. Voilà. Donc cette table ronde sera animée par le CNAM. Et puis on a une autre table ronde aussi cette année qui est très importante sur l'hygiène numérique face aux cybermenaces et l'utilisation, je dirais, inconsidérée des IA génératives non souveraines. Donc j'espère avoir la participation de l'ANSSI, de l'urgence cyber région sud, ça c'est acté, et de plein de RSSI qui vont débattre de ce sujet. Voilà. Sinon l'après-midi, ce sont des présentations classiques, académiques, industrielles, société civile, et on a deux mini-sessions. On va essayer de regrouper ça en 2 mini-sessions. Une mini-session sur les résultats de projets R&D de tout type. Alors ANR, PEPR, Cyber, AID, Europe, voilà, peu importe le format de financement. Et une autre mini-session sur la cybersécurité des réseaux et des infrastructures, elles aussi de tout type. Alors ça peut être des réseaux d'eau, réseaux électriques, centrales nucléaires. Voilà, donc on va essayer de faire ce genre de choses. Voilà, donc a priori un bon programme qui se décide. Allez, j'en profite aussi sur la lancée des événements. Je le fais à la fin d'habitude. Prochain événement aussi en présentiel chez ST Microelectronics sur la conférence Deep Tech chez ST Microelectronics Sofia. On essaiera de faire bouger les choses aussi autour du packaging, levier stratégique de la microélectronique de demain, vous voyez le titre. Après 2 événements, rencontre marché avec Cap Énergie Lin
C'est tout nouveau, ça aussi, avec l'émergence des énergies renouvelables qui aura lieu à Marseille le 19 mars aussi, le premier jour aussi de MUSEC, je suis désolée, sur le grid forming. Donc, vous verrez comment, effectivement, le numérique peut contribuer à la stabilité et la résilience aussi des réseaux électriques. Et puis, voilà, une journée IA et maritime le 9 avril à Toulon. Et puis, une conférence sur le quantique le 9 juin pour tout comprendre sur le quantique. C'est quoi? Quels sont les grands principes, les concepts fondamentaux? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qui va, pourquoi ça va révolutionner notre day-to-day, notre vie quotidienne aussi? Ce sera le 9 juin à l'hôtel de région à Marseille. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Louis. Jean-Luc Garnier, qui va nous présenter cette nouvelle initiative, ce nouvel outil IRN. On a hâte de découvrir les résultats des premières expérimentations et en quoi ça sera bénéfique pour le marché. Est-ce que tu vois oui, Jean-Luc, tu peux partager? Hop, parfait. Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'orientation de ce webinaire est très tournée vers la résilience et la jonction est assez simple à faire avec ce nouvel outil qui nous arrive, donc, qui s'appelle l'IRN, qui est un outil qui va permettre de mesurer la résilience numérique. Pour une fois, c'est un outil qui est issu de travaux français, donc le titre, le nom qu'on lui a donné est français, s'explique assez facilement, mais c'est un outil à vocation européenne. Donc il y a quelques constats qui ont présidé à la naissance de cet outil, qui est tout simplement que la dépendance de nos services, de nos entreprises, de nos administrations aux outils extra-européens était beaucoup trop importante. On le voit de toute façon aujourd'hui pour des raisons géostratégiques ou de guerre économique. La fragilité de nos entreprises peut servir justement de levier pour des actions un petit peu plus offensives. Donc aujourd'hui, il y a une estimation qui a été faite donc de ces dépendances et de ces vulnérabilités qui a conduit à établir une liste des 8 piliers de résilience qui sont nécessaires de protéger dans nos entreprises. La résilience stratégique, économique, juridique, la résilience sur les données. On a vu des débats sur le Health Data Hub dont la gestion avait été confiée à Microsoft ressortir à cette occasion. La résilience opérationnelle, bien sûr, si vos centres de données, vos centres de calcul sont hors de la zone européenne, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les protéger, puisqu'ils ne seront pas sous votre dépendance. Supply chain, tous les outils que vous intégrez dans vos propres chaînes de production, technologiques, sécurité et enfin environnementale, que c'est une dimension nécessaire aujourd'hui. Donc, ce qui a débouché de ces réflexions, ce qui a été élaboré, c'est un référentiel. Donc, ce référentiel, il est librement utilisable donc, depuis le début de l'année et il a vocation à converger, bien sûr, vers les exigences que l'on retrouve dans d'autres référentiels européens, notamment le RGPD et on le verra un petit peu plus loin, le référentiel NIS 2, la directive NIS 2 qui occupe beaucoup les esprits et les discours. L'objectif, c'est donc clairement de reconquérir l'autonomie numérique de l'Europe. Alors bon, mieux vaut tard que jamais, on dira, mais c'est un effort qui est aujourd'hui essentiel car nous sommes beaucoup trop dépendants. Alors, que mesure exactement cet indice? Alors, la dépendance aux technologies extra-européennes, comme je l'ai dit, donc ça couvre un petit peu tout. Vous avez bien sûr présupposé que les logiciels étaient touchés, les infrastructures, centres de calcul, data center ou autres, les
Mais on voit aussi les données, hein, les données quand elles résident sur le sol européen au sein d'outils qui ne sont pas européens, c'est pas mieux. Il va falloir faire quelque chose. Les actifs technologiques, donc la propriété intellectuelle, ça a aussi été un débat lors de la vente de certains de nos fleurons à l'étranger, où bon, on a perdu ces actifs-là. Les compétences, idem, vous embauchez des gens qui disposent de compétences mais qui dépendent d'un droit extra-européen. Vous pouvez du coup avoir quelques soucis dans vos évolutions. Et enfin, la résilience au choc, puisque la gestion de crise est devenue aujourd'hui un point essentiel dans la résilience cyber, et c'est un point que l'on retrouve mentionné dans la quasi-totalité des directives ou réglementations qui apparaissent aujourd'hui et qui s'imposent aux entreprises. Donc ces indicateurs, puisqu'ils sont plusieurs, et toujours en cours de stabilisation, on est dans le domaine vraiment de l'expérimentation. Il y a plusieurs grandes entreprises françaises qui se sont lancées dans cette expérimentation, comme l'a dit Fabienne, on retrouve DocaPost notamment, hein, mais également donc l'armateur CMA CGM, la SNCF, Orange, bref, des grands comptes qui sont aujourd'hui sensibilisés à cette notion de résilience et à cette dépendance extra-européenne. Alors, on va l'établir, cet indice, en examinant 5 domaines pour chaque actif numérique. Alors, ce qu'on va appeler actif numérique, bien sûr, c'est ce qui doit être issu d'un inventaire extrêmement précis qui doit être fait par toutes les sociétés et qui va, par exemple, couvrir voilà, un service, on va dire, mettons, un service que vous déployez, une application que vous fournissez au format SaaS, mettons. Vous allez devoir étudier la couche applicative, donc votre application en elle-même, mais aussi toutes les briques que vous y intégrez, les services qui peuvent être complémentaires à votre application, comment vous collectez, comment vous tracez vos données et quelle est la sécurité qui est afférente à ces données. Hein. On le voit aujourd'hui pour les expérimentations autour de l'IA. Vous allez devoir étudier aussi la plateforme sur laquelle ce service est opéré, tout ce qui permet l'interopérabilité entre les différents services, l'infrastructure, hein, vous êtes chez Amazon, vous êtes chez Google, bref, il y a des questions à se poser. Et enfin, comme on l'a vu, la question humaine est importante, cette couche de compétences qui vous permet d'opérer, enfin de développer et d'opérer votre service. Typiquement, il y a 4 critères d'évaluation, 4 critères quantitatifs hein, qui seront retrouvés dans la grille d'évaluation. L'indépendance hein, du système d'information, on le voit, hein, c'est une chose à évaluer. Où sont situées vos données? Quelles sont les technologies que vous utilisez? Et comment vous diversifiez votre fameuse supply chain ou chaîne d'approvisionnement en bon français. Donc, si votre technologie est française, mais que tous vos fournisseurs sont US, voilà, il y a un score différent qui sera forcément à poser. Et il y a également 5 critères qualitatifs que vous devrez estimer. Et estimer, on est dans le relatif, hein, bien sûr, hein, l'estimation absolue n'existera pas vraiment dans ces domaines-là. Donc, votre culture organisationnelle, quelles sont les dépendances que vous avez lorsque vous êtes, par exemple, une société multinationale. Comment la direction prend en compte les risques numériques? Quel est le support qui est fourni par le C-level à cette problématique? Comment vous vous êtes préparé au choc numérique? On retrouve ici la gestion de crise. Quelle est votre conformité réglementaire, en tout cas à l'environnement réglementaire qui s'applique à votre activité, et le niveau d'autonomie de vos collaborateurs qui doivent pouvoir répondre assez facilement, enfin le mieux possible en tout cas, à des chocs qui peuvent avoir une dimension géostratégique.
La construction de l'indice en elle-même, donc, on revoit ces catégories de dépendance, hein, opérationnelles, réglementaires. Il y aura 20 critères, donc au total 20 critères précis qui ont été élaborés au cours de l'expérimentation par les sociétés que j'ai citées tout à l'heure. Pour chaque critère, il y a une note sur 5 qui sera attribuée de façon assez simple. Si vous avez juste listé le critère, on va dire, dans une roadmap d'évaluation future, pour rester poli. Donc, si cette résilience, aujourd'hui, elle fait juste l'objet d'une case dans un tableau, vous gagnerez 1 point. Ce qui veut dire que vous l'avez identifié comme étant un point important, mais que rien n'a été fait pour l'instant. Si vous avez positionné des moyens, s'il y a un début d'étude qui a été fait, si vous avez des personnes qui sont dont une partie de l'activité est dédiée à cette activité, enfin ce point-là, vous gagnerez 3 points. Et si vous êtes capable de prouver votre résilience avec des tests, des procédures, des mesures qui ont été faites, là, vous gagnerez 5 points. Le score maximal est donc très évidemment de 100 points. Et ce sera un objectif assez compliqué à atteindre, bien évidemment. Donc la méthode d'évaluation existe aujourd'hui. Il y a une première grille d'évaluation en version 0.4 et un référentiel qui ont été publiés sur GitLab. Vous trouverez le lien un petit peu plus loin. Donc c'est quelque chose que vous pouvez bien évidemment vous approprier, faire évoluer. C'est libre, hein, c'est une licence Creative Commons, donc vous pouvez parfaitement adapter ce matériel et fournir bien sûr à la communauté les améliorations que vous avez pu établir. Pour vous aider, puisqu'on va le voir, il y a 2 méthodes d'évaluation. Pour vous aider, il y a des benchmarks sectoriels qui vont être proposés, et également par taille d'entreprise, pour que vous puissiez vous comparer au reste de l'écosystème, savoir si vous êtes dans la bonne moyenne, on va dire, ou s'il y a quelques efforts encore à produire. Et donc, j'évoquais ces 2 méthodes d'évaluation. La première méthode, c'est l'autodiagnostic, qu'on connaît pour de nombreux référentiels. Cette grille vous servira de support, puisqu'elle sera l'outil préférentiel pour la labellisation. Et donc, cette labellisation qui est la deuxième méthode d'évaluation. Donc, ça, c'est un processus qui sera déroulé par un partenaire de l'ADRI, l'association qui s'est formée, qui bientôt d'ailleurs deviendra association de droit belge pour pouvoir rayonner au niveau européen. Donc, cette association va accréditer des cabinets qui pourront réaliser ce processus de labellisation. Donc, c'est de l'audit. Donc, voilà, nous, c'est notre quotidien chez Trust et compagnie. Donc, c'est quelque chose qui se fera en relation avec toutes les équipes au sein de l'organisation et qui permettra d'obtenir le label IRL, donc ce label de résilience, dont, hélas, on ne connaît pas encore aujourd'hui le seuil minimal. Donc, on ne sait pas encore à quel moment on pourra mettre ce fameux coup de tampon. Donc, je vous invite à suivre l'évolution de cet indice sur le site de digitalresilience.org qui a été créé pour l'occasion et sur lequel d'ailleurs vous trouverez le lien vers le repository GitLab qui détient le référentiel et la grille d'évaluation. Donc voilà, cette présentation se conclut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ensuite en fin de webinaire. Et bien évidemment, Trust et compagnie se tient à votre disposition pour répondre à toute question dédiée, ciblée. Merci Jean-Luc, c'était très intéressant. Il y a des questions, je te confirme, mais on va les poser si vous le voulez bien dans la session questions-réponses après. Je vais donner la parole à Maxime Morel de la région Sud, s'il est là, s'il est présent, pour qu'il puisse présenter les aides que propose la région cyber aux PME, notamment aux entreprises, pour justement augmenter cette résilience. Je vous désigne présentateur, Maxime. Oui, tout à fait.
Merci Fabienne. Merci de votre présence. Bonjour, enchanté. Enfin, il y en a certains d'entre vous que je connais. On a eu le plaisir déjà d'échanger. Je travaille donc au conseil régional. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. Et plus particulièrement au sein du service des aides aux TPE-PME, avec la spécialité cybersécurité et intelligence artificielle. Et à ce titre, je m'occupe de 2 dispositifs d'aide qui sont mon bouclier cyber essentiel et mon bouclier cyber expert. Alors, bon, la région, elle a émis en 2023, elle a fait voter, pardon, une feuille de route cyber. Elle a créé les campus en 2024, les 4 campus cyber. Et également, elle a mis en place ces 2 dispositifs qui ont vocation à accompagner les entreprises du territoire pour se protéger, mais aussi pour se protéger via un accompagnement, mais via également à une subvention d'aide pour l'achat de solutions de cybersécurité. Donc, je pense que c'est plus cette subvention dont on va parler aujourd'hui, en tout cas qui est plus pertinente vis-à-vis de vous, les participants. Donc, je présente les aides. Alors, hop. Parfait. Donc, rapidement, les critères d'éligibilité. Donc, ces aides, elles vont s'adresser à toutes les petites et moyennes entreprises ou associations qui vont être situées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou un établissement secondaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut qu'elles aient au moins 1 an d'existence et au moins 2 actifs au moment du dépôt de la demande. Et voilà, ne pas se trouver en procédure de redressement judiciaire ou liquidation. Le bouclier cyber essentiel est le dispositif qui a vocation à accompagner les entreprises qui ont les besoins les plus élémentaires en cybersécurité. L'objectif, c'est de fournir un socle essentiel à ces entreprises-là à travers un accompagnement, donc avec la réalisation d'un audit flash des systèmes d'information, une sensibilisation des collaborateurs au thème de la cybersécurité en général, avec voilà, hygiène informatique, traitement des courriels malveillants, etc. Et en 3, la fourniture de solutions de cybersécurité, donc 3 types de solutions. Une solution de anti-spam, anti-phishing, Mail in Black, une solution EDR, donc Sophos, et une solution de sauvegarde de données, Acronis. Et donc ça, pour chacun des postes de travail de l'entreprise. Bon, c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais c'est bon à savoir, voilà, si vous avez des prestataires qui peut-être sont très mal équipés ou n'importe quelle autre entreprise, vous pouvez les orienter vers ça, ce sera très bien. Donc là, on parle des solutions. Et enfin, le dispositif qui vous concerne un peu plus, qui est la subvention pour l'acquisition de solutions de cybersécurité. Le but, c'est que sur présentation d'un audit reconnu, la région puisse financer à hauteur de 50% l'acquisition d'une solution de cybersécurité. Donc, on va voir les 3 conditions qui sont nécessaires. Donc, la première, il faut que la solution soit une solution d'investissement et non de fonctionnement. Donc, la région ne prend pas en charge tout ce qui est les solutions en SaaS, tout ce qui est les abonnements, ce genre de choses. Elle va prendre uniquement tout ce qui est investissement. Donc, on va prendre en charge, la région va prendre en charge du coup tout ce qui est pare-feu, sonde, caméra de sécurité sur le local de système d'information, ce genre de choses-là. Et également, s'il y a de la prestation avec pour complémentaire à ces produits, on va pouvoir le compter comme de l'investissement. Mais par exemple, tout ce qui est intervention humaine est par définition du fonctionnement, puisque c'est non amortissable. On pourra, si vous avez des questions, vraiment discuter de ça. Bon, c'est des règles comptables, mais on peut échanger, il y a aucun souci. La deuxième condition, c'est de bénéficier d'un audit qui est reconnu. Donc là, je vous ai fait la liste des audits qui sont reconnus par la région dans le cadre de cette subvention. Donc on a tous les audits réalisés par des organismes qui ont la certification PASI ou le label Expert Cyber, mais également tous les diagnostics réalisés par l'ANSSI,
par le DIH Move to Digital, par le diagnostic cyber PME de la BPI, ou même le diagnostic diagonal de la gendarmerie. Tout cela permettent en tout cas aux entreprises de bénéficier de la subvention. Souvent, quand une entreprise a déjà fait un audit mais qui n'est pas dans cette liste, on va lui conseiller de refaire un audit parmi cette liste-là. Donc vous avez soit celui de Move to Digital qui est gratuit, qui est un autodiag en ligne. Vous avez également celui de l'ANSSI via Mon Aide Cyber. D'accord, c'est des diagnostics qui sont très rapides, qui vont durer 30 ou 40 minutes ou 1 heure, 1 heure et demie, qui peuvent se faire à distance et qui, c'est un second audit, mais qui permettent d'accéder en tout cas à la subvention. Et la troisième condition de la subvention, c'est bien sûr des conditions de montant, c'est-à-dire que la région pourra intervenir pour une dépense éligible à partir de 4 000 € hors taxe. Et si votre dépense est au-dessus de 10 000 €, la région n'ira pas au-delà de 5 000 € de subvention. Donc, elle sera toujours éligible, il y aura toujours une subvention à la clé. Mais si votre solution va coûter 15 000 20 000 €, la région n'ira pas au-delà de 5 000 €. Si vous avez des questions, on peut en discuter, il y a aucun problème. Concrètement, la région, elle finance également le CCIRT, l'urgence cyber, qui est le centre de réponse aux incidents, qui peut être intéressant également pour les entreprises de cyber en région. Alors, le CCIRT, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a une mission d'utilité publique qui est la réaction face aux incidents cyber. Donc, il y a la mise en place d'un numéro vert que j'ai mis en bleu pour bien dire que c'est un numéro vert. L'objet, ça va vraiment être de qualifier les incidents de cybersécurité et de donner les premières informations et conseils juridiques à mettre en place, pardon. Et enfin, une mise en relation avec des experts, avec des prestataires compétents, spécialisés. Bon, ils ont une mission de veille et alerte basée sur le volontariat, mais également, ils peuvent réaliser des accompagnements cyber. Donc ça, c'est pour tous les adhérents, en tout cas au CCIRT. Et une fois que vous êtes adhérent au CCIRT, vous pouvez également être mis en relation avec des gens qui sont en demande sur de l'expertise cyber. Si vous avez des questions, on peut également en discuter. Je vous ai mis également le contact, l'adresse mail de contact d'Urgence Cyber. Et enfin, je vous présente la liste des contacts qui sont disponibles. Donc, le dépôt des demandes se fait très simplement sur le site de la région pour bénéficier des dispositifs Mon Bouclier Cyber. Je vous ai également mis le lien Mon Aide Cyber de l'ANSSI pour réaliser un diagnostic éligible. Je n'ai pas mis celui de Move to Digital que vous connaissez. J'ai mis également le lien vers Urgence Cyber et on n'a pas parlé de Nice 2, mais qui va être, j'espère voter bientôt. En tout cas, voilà l'espace mis en place par l'ANSSI en version bêta sur leur site pour savoir si une entreprise est concernée par la directive Nice 2. J'ai terminé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maxime. C'était très intéressant. Merci pour tous ces points de contact aussi. Oui, pour le Move to Digital, vous pouvez passer par Actantis, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Patrice Bendin vous fera un retour. Et vous avez déjà, je vous informe qu'il y a déjà une question qui est posée pour vous. Donc, si vous voulez bien patienter, la session questions-réponses, on va les traiter ensemble. Et enfin, je vais passer la parole à Gerulf, Kinkelin, je ne sais plus comment on dit le nom de famille, Gerulf, désolé, j'espère que je ne maltraite pas ton nom de famille, de CETRAC, qui va nous présenter justement les dernières avancées, les dernières innovations pour une sécurité hardware notamment. Et je te désigne présentateur. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, je vais essayer de partager. Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci ? J'en profite pour vous dire, juste après Gerulf, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Certaines, d'ailleurs, Jean-Luc, je te préviens, certaines vont dans le même sens, mais bon, ce sera bien de fournir une réponse à tous. Merci, Gerulf, on t'écoute. Oui, merci Fabienne. Donc, effectivement, je m'appelle Gerulf Kinkelin. En revanche, CETRAC, on dit CETRAC maintenant. Ah oui, c'est vrai. On s'est aligné un peu sur la façon dont le prononçaient les anglo-saxons, parce qu'on vend beaucoup à l'export.
Je vais vous parler aujourd'hui de diodes hybrides TCP/IP. Alors, c'est un peu barbare et technique, mais Fabienne m'a dit qu'il fallait que je fasse pédagogique, ce que je vais essayer de faire. Donc, la diode, on connaît ça en électricité. C'est un composant qui permet de faire passer l'électricité que dans un sens. La diode réseau, c'est la même chose, mais pour les flux de données. C'est-à-dire que vous mettez en place une diode réseau et les données ne passent que dans un sens et personne ne peut utiliser la voie de retour pour venir attaquer votre périmètre sensible. Donc, on va traiter effectivement une solution concrète pour mettre en place plus de résilience sur les infrastructures critiques. On en a beaucoup parlé dans les interventions précédentes. Et là, on va passer à la pratique sur la façon dont ça peut se passer. Hop, je retourne sur… Voilà. Donc, qui sommes-nous? Je suis un des 5 associés fondateurs de C-Tracé. Donc, on a créé en 2020. On est à Meyreuil, vers Aix-en-Provence, pour toute l'équipe de développement. On fait beaucoup d'aéronautique, d'automobile, c'est-à-dire c'est des réseaux embarqués. C'est ce qui relie les calculateurs, les capteurs, les commandes de vol. C'est des réseaux très critiques et sur lesquels donc on a des intégrations très resserrées, extrêmement sécurisées et qu'on utilise maintenant pour protéger les infrastructures critiques, donc notamment sous forme de diodes réseau hybride, et je vais y revenir. Donc, tout d'abord, notre différenciant, et c'est important d'en parler, nous, on fait tout le réseau programmé directement dans les composants électroniques. C'est-à-dire, on n'a pas recours à du logiciel, ni à des systèmes d'exploitation. On est purement en automate. Et en termes de cyber-résilience, c'est très important parce qu'un automate, c'est comme celui de votre machine à laver. Il est très difficile à attaquer. Le hacker, lui, il utilise des méthodes pour déstabiliser le logiciel ou le détourner. S'il a un automate en face de lui, c'est une autre histoire. Et si l'automate est bien fait, c'est vraiment quasiment impossible de passer. Alors, le matériel électronique, ou le full hardware, comme on dit, ça a d'autres avantages supplémentaires que la cyber-résilience. C'est très déterministe, c'est-à-dire pour les systèmes à sûreté de fonctionnement, c'est très bien adapté. C'est également beaucoup moins consommant, parce qu'on n'a pas besoin de nourrir en énergie un logiciel puisqu'il n'y en a pas. Et bon, pour ceux qui ont besoin en plus de performance en termes de débit et surtout temps de latence, c'est le mieux qu'on puisse obtenir d'un matériel électronique en s'étant débarrassé de toutes les couches logicielles. Donc ça, c'est notre techno de base. J'en parle avant de vous parler de la façon dont on l'utilise pour les diodes réseau. Donc là, je passe rapidement, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a ces capacités réseau de multiples fonctions, de multiples protocoles. On peut les programmer de diverses façons dans les mêmes composants. Et là, je vais adresser uniquement la partie tout en haut, c'est-à-dire diodes réseau, qui sont plus particulièrement adaptées aux infrastructures, aux protections de sites industriels, de sites d'énergie, des choses comme ça. Donc là, je vais vous décrire une attaque type de propagation de données corrompues, de malware dans un système. Donc là, vous voyez à gauche, c'est un monde plutôt industriel. On a un opérateur de maintenance, on a un PC qui contrôle un automate de fabrication, par exemple. Et puis à droite, il y a un réseau plus traditionnel, réseau IT, c'est-à-dire bureautique, etc., dans la partie plus bureautique de l'entreprise, et des réseaux OT, ce qu'on appelle OT, c'est tout ce qui est industriel. Alors, d'habitude, on se dit, tiens, on va avoir un mail corrompu, et puis petit à petit, ça va se propager sur les lignes. Ça peut aussi se produire dans le sens inverse, c'est pour ça qu'on a pris ce cas-là. En fait, il y a des attaques qui peuvent intervenir un peu partout. Et ce dont on a besoin, c'est que les flèches grises, là, en fait, elles soient bloquées. C'est-à-dire qu'on ait des automates, en l'occurrence des diodes, qui sont préprogrammés sur un certain type de flux de données, avec des adresses, des choses comme ça, je vais y revenir. Et si quelqu'un se balade dans l'infrastructure de manière incontrôlée, en fait, il ne va pas passer. C'est ça qu'on fait. Alors, pourquoi, au-delà de l'amélioration de la résilience qui a été décrite tout à l'heure, pourquoi c'est crucial aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà des attaques catastrophiques.
En 2025, Jaguar Land Rover a vu ses lignes de fabrication arrêtées en septembre. Ils n'ont pas réussi à redémarrer avant décembre. Et en fait, c'est un effet systémique parce qu'il y a non seulement Jaguar Land Rover, mais tous ces sous-traitants, tous les distributeurs, etc. Et finalement, l'État britannique a été obligé d'aligner plus d'1 milliard d'euros pour les sauver. Et ça fait baisser le PIB britannique par ailleurs parce que donc il y avait moins d'activité économique. Donc c'est pour montrer que c'est pas parce qu'on est sur une ligne industrielle qui n'est pas une centrale nucléaire qu'il n'y a pas des effets potentiellement absolument catastrophiques. Et pour la petite histoire, JLR n'était pas si mal protégé que ça, mais ça n'a pas suffi. Alors là, je vais vous comparer, je vais vous dire un peu l'état des lieux aujourd'hui avant de rentrer dans ce que fait ces tracés. Donc en haut, vous avez le cas général. Le cas général, à gauche, vous avez un dispositif industriel de système de production, etc. Donc il faut protéger parce que ces systèmes-là, historiquement, n'ont pas été prévus pour être connectés à l'extérieur. Mais les choses font qu'aujourd'hui, c'est forcément interconnecté à la bureautique ou à l'IT de l'entreprise, au système de commande, au système d'achat, etc., à la comptabilité, à l'ERP. Donc il faut protéger ça. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, enfin ce que tout le monde fait aujourd'hui, on achète des pare-feux professionnels. Alors, je ne vais pas citer des noms, mais c'est souvent des acteurs US, donc du type Fortinet ou Palo Alto Networks, mais je ne les ai pas nommés. Et donc, qui sont des pare-feux qui font leur job, mais qui sont logiciels. Donc, ils peuvent être plus facilement attaqués par des hackers formés ou informés. Et donc, c'est bien, mais ce n'est pas du tout une parade absolue. Donc ça, c'est un peu on va dire le marché de masse. Ce que je vous ai figuré en dessous, c'est plus compliqué. Je ne vais pas le décrire plus en détail, mais c'est ce qui s'applique, par exemple, à la protection de centrales nucléaires ou éventuellement de ferroviaires, donc des applications vraiment très critiques. Donc là, aujourd'hui, on a des systèmes qui fonctionnent, hein, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre, assez onéreux, c'est complexe à mettre en œuvre, et le service rendu est très affecté parce qu'en fait, on fait de l'unidirectionnel pur, c'est-à-dire que les flux de données ne passent réellement que dans un sens, il n'y a pas de voie de retour possible. Or, quand on connaît un peu les réseaux, travailler sans voie de retour, c'est pénalisant. Donc nous, ce qu'on fait, c'est tracer, on reprend le contexte de général dont je vous ai parlé avec le pare-feu, hein, c'est le même qu'avant, mais on le protège avec notre diode réseau qui, elle, va filtrer de manière extrêmement stricte les flux de données qui passent. C'est-à-dire qu'elle ne laissera passer que ce qui a été déclaré en configuration. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail derrière, mais on va dire, voilà, j'attends, imaginons par exemple qu'on relève les températures sur une ligne de fabrication pour les sortir et les traiter à l'extérieur de l'usine. Et bien on va dire, tiens, j'attends sur Ethernet avec telle adresse des températures, donc on va le qualifier en taille de trame, et avec telle adresse, etc. Si quelque chose d'autre se présente, ça ne passe pas. Et donc c'est important, ça permet de. C'est pas comme l'IT qui doit évoluer tout le temps, qui doit mettre en place des nouveaux services de manière transparente pour l'utilisateur. Là, on est sur des infrastructures critiques, donc on sait à l'avance les flux qui sont censés passer, et donc on peut verrouiller les autres. Alors, là, je rentre dans la technique, je ne vais pas m'apesantir trop, mais c'est pour donner aux gens qui sont un peu spécialistes de réseau et de sécurité une vision de ce qu'on fait. Donc, en fait, on filtre les caractéristiques des flux de données dans la couche 2, 3 et 4 de la couche OSI, sur les adresses, sources, destinations, sur le nombre de paquets, les tailles, les flags, TCP, etc. Et ça nous permet de mettre en œuvre du TCP/IP. C'est-à-dire c'est le standard le plus répandu pour faire de l'Internet et d'Ethernet. Donc c'est difficile d'échapper, mais ce standard, il a besoin d'une voie de retour. C'est-à-dire quand on envoie un paquet de données, le destinateur, il confirme à chaque paquet de données qu'il l'a bien reçu et qu'il ne faut pas le renvoyer. Et ça, c'est très important pour avoir des communications fiables. Mais c'est très ennuyeux parce qu'on a une voie de retour. Et nous, ce qu'on fait sur la voie de retour, on a un port de données dédié, et sur cette voie de retour ne peuvent passer que des petits acquittements, enfin je dis petits parce que les acquittements TCP sont petits, que des acquittements TCP et uniquement ceux qu'on attend. Et ça, c'est filtré non pas par logiciel, mais par en automate hardware.
Donc, un hacker, c'est impossible pour lui de passer parce qu'il ne peut rien faire avec des acquittements TCP. Et ça ne passera pas parce qu'en plus, ça peut être chiffré, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a remis dans le standard général les diodes qui étaient dans un monde à part très compliqué à mettre en œuvre. Donc là, c'est mon dernier slide super technique. Donc là, ça rentre vraiment dans le détail. Ça montre aussi que donc on sait faire ces flux dans les deux sens, parce que très souvent, entre un périmètre critique et un autre périmètre critique, ou un périmètre critique et l'extérieur, on a certains flux de données qui doivent sortir, mais on en a aussi qui doivent rentrer. Et donc, nous, on sait faire les deux de manière totalement décorrélée entre les deux pour ne pas générer de risque de sécurité. On fait de la translation d'adresses entre le périmètre A et le périmètre B, c'est-à-dire que le plan de redressage est totalement indépendant sur A de ce qu'il est sur B, et la traduction des adresses se fait dans la diode, et ça permet d'empêcher totalement les attaques habituelles de hackers qui, en fait, trouvent une porte dérobée pour aller dans votre partie critique, apprennent la cartographie de votre infrastructure pendant parfois des semaines, et une fois qu'ils l'ont, ils montent une attaque qui, elle, est imparable. Donc là, on étouffe dans l'œuf la manip initiale qui est d'apprendre ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas possible. Donc ça, c'est notre gamme de produits. Hein, donc on en a pour toutes les configurations possibles. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous montrer un peu la gradation de la gamme. Et là, je vais rentrer dans des cas d'usage. Donc là, j'ai parlé beaucoup de lignes de production, et ça peut être des lignes aussi d'énergie, mais il y en a d'autres. Donc là, c'est un cas d'usage qu'on a traité avec un client. Donc on a le côté gauche, hein, qui est donc une installation opérationnelle qui a besoin de sauvegarder régulièrement ses données. Alors, notamment parce que il y a une sauvegarde locale, mais par exemple, s'il y a un incendie ou une destruction, il faut pouvoir avoir des sauvegardes ailleurs. Donc, en fait, ça concerne un peu tout le monde. On est obligé de sortir des sauvegardes à l'extérieur, soit sur un serveur qui est chez soi, mais qui est géographiquement distant, soit carrément dans le cloud. Or, en faisant ça, on a le danger que, s'ouvrant sur l'extérieur, quelqu'un puisse revenir dans l'autre sens. Donc là, on met cette diode qui l'empêche catégoriquement. Et ce dont on a besoin également, là, c'est en mode normal, on sort des sauvegardes, mais le jour où il y a effectivement le problème de non-disponibilité des données localement, cette fois, on va vouloir récupérer ce qu'il y avait sur les sauvegardes qu'on a mis en œuvre. Et donc, on a besoin de cette voie de retour aussi, mais cette fois opérationnelle, pour aller, par exemple, redémarrer le système. Et donc, notre diode Gemini permet de faire ça, et permet de faire ça avec une sécurité absolue. Donc, les sauvegardes dans le cloud, on en a beaucoup parlé avec les aspects de souveraineté, etc. Donc, c'est quelque chose qui affecte tout le monde. Hein. Tout le monde a besoin de trouver une solution sécurisée. Cas d'usage numéro 2. Donc là, c'est la gestion technique de bâtiments. Donc les bâtiments sont de plus en plus électronisés ou contrôlés par des systèmes électroniques, et ça, c'est valable pour à peu près tout, les ascenseurs, la ventilation, la climatisation, les lampes, enfin, l'éclairage, le contrôle d'accès, etc. Tout ça, c'est vulnérable et c'est critique. C'est-à-dire que si quelqu'un prend le contrôle d'un ascenseur ou de la climatisation, ça peut être vite catastrophique. Et ces différents systèmes sont en général supervisés depuis l'extérieur par leurs fournisseurs qui vendent des services, etc. Donc on voit là aussi qu'à un moment, il faut verrouiller les entrées-sorties de données d'un bâtiment, parce que c'est quelque chose qui peut s'avérer critique, et même critique pour la vie humaine si on a vraiment des gens très méchants derrière. Troisième exemple, qui lui est à beaucoup plus petite échelle, mais qu'on a traité, c'est un vrai cas d'usage. Donc là, on a, avant les audiences dans des procès, le greffe transmet aux avocats des différentes parties les pièces du dossier. Et donc aujourd'hui, ça se fait sous forme d'échange de clés USB. C'est pas du tout pratique, et c'est très anxiogène pour
les greffes qui ont peur de se faire hacker. Parce que bon, chez les avocats, il y a parfois des avocats qui peuvent être sous influence, on va dire discrètement. Et donc, on a développé une diode spécifique là, qui va d'USB à USB et qui permet d'être absolument sûr du côté du ministère de la Justice que, quel que soit le type d'avocat qui transmette les fichiers, il n'y a aucun danger. Donc voilà, c'est une illustration du produit à droite. Bon, j'espère que j'ai tenu les temps et donc je suis à disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Gerulf, c'était passionnant. Donc oui, il y a des questions. Je vais peut-être, tu peux arrêter le partage éventuellement si tu veux bien. Et tout le monde, donc Jean-Luc et Maxime, vous êtes bienvenus pour répondre aux questions. Alors attendez, je vais récupérer les questions. Une question à Maxime d'abord, peut-être. Est-ce que les aides donc, et les diagnostics que vous avez présentés, est-ce qu'elles fonctionnent pour des audits verticaux, comme le CRA, hein, le Cyber Resilience Act, la RAID, la réglementation RAID, ou alors le règlement machine? Alors, il n'y a pas d'objectif ou de buts qui ont été définis dans ces dispositifs, pardon. Vous bénéficiez de la subvention, quelle que soit la finalité de la solution que vous allez mettre en place. Que ce soit pour faire, comme vous venez de dire, des mises en règle par rapport à ces c'est quoi? C'est des labels, c'est des audits? Des audits. Par rapport à ces audits-là, en tout cas, ils sont pas reconnus. Rien n'empêche que de faire ces labels, de faire ces audits-là, pour toutes les raisons que vous souhaitez, mais ensuite de faire un des audits de la liste pour remplir cette condition d'audit. D'accord. Sachant que dans la liste, il y a des audits qui sont gratuits et rapides. Donc, vous avez vraiment tout à y gagner, quoi, finalement. Ok. Très bien, merci. Alors, une question maintenant à Jean-Luc, plusieurs en ce sens. Est-ce qu'il est envisagé que ce label, enfin cet indice, hein, l'IRN, soit demandé pour répondre aux appels d'offres européens? Alors, il y a de fortes chances pour que cet indice, une fois qu'il sera stabilisé, soit déjà inclus dans les exigences cyber de base que les différents appels d'offres mentionneront lorsqu'ils seront publiés. Donc, je pense qu'en fin 2026, on commencera à avoir des exigences là-dessus parce que cette question de la souveraineté numérique est devenue prégnante aujourd'hui dans les discours autour de la cyber européenne parce qu'on voit se dessiner un mouvement comment dire, à la fois de crainte, de préparation, et puis tout simplement fin de la naïveté. On se rend compte que nos grands amis de l'oncle Sam ne sont pas toujours les meilleurs copains qu'on puisse avoir. On se rend compte que finalement, basculer l'intégralité de nos données sur des bases de données sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, sur lesquelles des lois extraterritoriales s'appliquent, ce n'est pas forcément super pertinent dans un contexte où on se fait déjà plumer par des acteurs criminels, et on pourrait très bien se faire plumer par des acteurs totalement légaux qui utiliseraient leur arsenal juridique pour mettre la main sur nos secrets, nos données, nos technos. Donc c'est quelque chose, oui, qui va très certainement arriver dès que on commencera à avoir un petit peu de maturité autour de cet indice. Ok, donc tu as déjà répondu en partie à la question suivante, et après je vais passer à ces tracts. De nombreux prestataires dits européens s'appuient encore sur des technologies américaines ou sur des infrastructures mixtes, ce qui rend leur indépendance ou résilience toute relative. Comment l'IRN prend en compte ces critères? Eh bien, on va voir justement les critères d'indépendance technologique ou d'indépendance au niveau infrastructure être dans on va dire, dans les valeurs basses, ce qui fait qu'il y aura un travail forcément de substitution
solutions à faire. Alors d'abord d'identification, hein, comme je l'ai dit lors de ma présentation, il y a une cascade qui peut être assez importante lorsque les sociétés feront l'inventaire de leurs actifs numériques, parce qu'au final, ben voilà, on se retrouve avec des technologies sur lesquelles on n'a pas un contrôle réel. Et ces sociétés-là devront, si elles veulent être labellisées, si elles veulent gagner des points sur leur indice IRN, trouver des fournisseurs de substitution qui proposent des alternatives européennes déjà dans le contrôle, qui s'appuieront peut-être, comme on le voit avec le cloud, avec l'opérateur de cloud Sense, qui s'appuie peut-être sur des technologies américaines, enfin en tout cas extra-européennes, mais qui en ont le contrôle. Donc ça demandera bien sûr à être audité de la bonne façon et prouvé, mais il faudra renouveler une partie du parc de fournisseurs de techno. Ok, merci. Donc, Guéroulf, une question. Dans votre solution, donc Citraxi, hein, un sous-traitant qui assure la maintenance d'une machine sur un site industriel, est-ce que ce sous-traitant peut accéder à distance à votre solution? Oui, il pourrait accéder à distance. D'ailleurs, on a mis en ligne une diode réseau sur laquelle on propose à titre d'essai de se connecter par VPN des deux côtés de la diode pour que chacun puisse vérifier que ne passe que ce qui est prévu de passer. Donc oui, on peut se connecter à distance tout à fait pour essayer oui, faire des opérations de télémaintenance protégées. Ce que je peux préciser aussi, c'est que comme le reste de nos technologies, les diodes sont reconfigurables. C'est-à-dire c'est certes une implémentation matérielle, mais il existe un fichier de configuration qui permet de décrire le comportement qu'on attend du commutateur ou de la diode. Et ce fichier-là peut être remis à jour quand il y a une évolution d'architecture réseau ou un nouveau système qui se connecte ou ce genre de choses. Quand on doit changer les flux tels qu'ils doivent être contrôlés, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Ok. Et enfin, une dernière question peut-être, Guéroulf. Est-ce que votre solution est certifiée? C'est une très bonne question parce que c'est une très grande demande du marché aujourd'hui, de plus en plus, hein, avec les différentes niveaux d'accréditation cyber que doivent franchir les organisations. Et donc la réponse est ça le sera très prochainement. On est en finalisation de la CSPN de l'ANSSI, c'est-à-dire la certification de sécurité de premier niveau. Et bon, c'est la deuxième fois qu'on le passe et donc aujourd'hui on maîtrise bien les choses. Ça devrait être, on devrait avoir cette certification avant mi-2026. Ok, très bien, merci. Dernière question, Jean-Luc, peut-être. Qui peut délivrer le label? Alors, qui peut délivrer le label aujourd'hui? La liste des cabinets accrédités par l'association n'est pas publiée. Donc, il y a des structures. Le référentiel, il n'a même pas un mois. Hein. Donc, sa publication est vraiment toute fraîche. Donc, il y a des cabinets qui commencent à se joindre à la démarche et qui seront présentés sur le site que j'ai indiqué. Qui s'appelle donc très exactement thedigitalresilience.org. Et ces sites-là vous pourrez les contacter pour passer un audit complet et calculer ainsi votre indice de résilience numérique. Donc ça se fera dans le courant de l'année. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, merci à tous. Il est midi pile. Je vous remercie pour votre respect du timing, votre partage de savoir-faire et d'expertise, toujours très apprécié. Je rappelle que le prochain WebTech sera sur les données, l'intelligence artificielle en vue des défis des Jeux Olympiques. Hein, on est en plein dedans, la cérémonie à Milan, c'est ce soir. Et nous, on travaille pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Et on va faire un petit zoom sur certains acteurs offreurs de solutions innovantes, très innovantes, pour rendre ces JO exemplaires, innovants et avec un héritage post-JO inédit. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.